On passe à un petit jeu qu'on a préparé, qui est une tradition dans Greenlight pour cette première saison. Comme tu le vois, nous avons un feu rouge, un yellow light et un feu vert. Je te les confie et puis je vais te poser quelques questions. Et tu me dis ce que ça évoque pour toi en termes de feu rouge, feu orange ou feu vert. Ton équilibre vie pro, vie perso. Alors la question c'est... Qu'est-ce que tu penses de ton équilibre vie pro, vie perso? Toi personnellement. Pourrait être meilleur. Pourrait être meilleur? Ouais. Mais du coup, tu en as conscience, tu y travailles. Qu'est-ce que ça veut dire comment on s'organise dans ce cockpit de dirigeants pour pouvoir y voir clair? Non, en fait, je travaille beaucoup trop depuis quelques années et je m'en rends compte. Alors que voilà, je sais que c'est pas quelque chose d'intelligent. Après, il se trouve que mes enfants ont grandi, donc ils sont plus à la maison, donc ça tombe pas mal. Et je suis content d'avoir pu être plus présent quand ils étaient encore là. Mais voilà, je considère que c'est pas sain de bosser longtemps par jour. Voilà. On va pas donner un nombre d'heures. Est-ce que tu considères que tu as réussi, toi, personnellement? Non. Il faut nous donner une couleur. Je vais être le roi du... Orange, c'est bien. Ah, mais on a des gros accessoires, alors il faut les utiliser. Ouais, dans le roi du consensus mou. Non, pour l'instant j'ai réussi à faire survivre la boîte, ce qui est déjà bien, et à passer quelques milestones intéressants et à bosser avec des gens intéressants, et leur donner envie de bosser là-dessus. Donc oui, ça c'est positif, mais il n'y a pas de milestone définitif à ce... Pourtant on en a évoqué quelques-uns. Est-ce que tu trouves que tu fais assez pour l'économie vertueuse de demain? Orange encore ou vert? Je fais mon max, voilà. Je fais mon max et là, effectivement, il n'y a pas d'agenda caché dans ce qu'on fait. C'est ça qui est assez agréable et c'est aussi ça, je pense, qui intéresse les gens qui bossent avec nous. Donc oui, il n'y a pas d'agenda caché, voilà. Donc on est vraiment... vous dites les choses et vous les faites. Ouais. La France, c'est un paradis pour les entrepreneurs? C'est pas un paradis parce qu'il n'y a pas de paradis. Après, c'est un endroit où il est quand même très agréable de vivre, donc c'est déjà bien. Après, il y a quand même pas mal de soutien. Enfin, le premier financeur, j'ai oublié de le citer, il s'appelait Pôle emploi, hein, mais comme ouais. Je pense que la plupart des entrepreneurs, il y a quand même des dispositifs qui font que tu ne sautes pas dans le vide comme dans d'autres pays. Après, voilà, il y a quand même quelques problèmes culturels qui sont pas évidents en France. La France est un paradis pour l'hydrogène? Ouais, mais là encore, aujourd'hui, on est en plein buzz super négatif sur l'hydrogène. Bon, après avoir une phase euphorique totalement justifiée, mais quand on a démarré en 2015, je rappelle, voilà, 5 voitures, la plus grande flotte du monde, et des discours extrêmement définitifs sur l'hydrogène, de gens extrêmement bien placés, positionnés, pensants, intelligents, tout. Donc le truc n'existait pas, et la flamèche qui aurait pu exister se faisait défoncer par tous les sachants qui murmuraient à l'oreille de nos gouvernants. Donc au final, on a fait les choses, et les gens étaient obligés de constater que si ça existait, que si peut-être que finalement ça pouvait servir, etc. Aujourd'hui, on est dans une phase de correction, très bien, mais au moins le truc est à l'agenda, existe. Et la France a des atouts par rapport à ça. Ouais. Le monde de l'énergie et l'avenir de l'énergie, un paradis pour les lobbyistes? Ouais. Parce que j'imagine que vous y avez été confrontés. Oui, nous, non, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Ouais. Donc on reste orange ou on met rouge là? En fait, non, mais ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on constate, si on voit les décisions, par exemple, des gouvernements français et puis peut-être au niveau européen également, que les gens qui sont aux manettes pour piloter la transition énergétique sont les leaders du monde carboné, quoi. Donc on se dit ok, mais en réalité, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à ce que ça aille vite? La réponse est dans la question non. Donc il y a quand même un vrai problème au fait de trop se reposer sur les leaders. C'est bien, ils ont une expertise, il faut qu'ils se transforment, etc. Mais il faut arriver quand même à faire vivre des pure players qui, eux, vont avoir un agenda différent et vont aller faire bouger les leaders. Les beaux engagements versus le retour en arrière qu'on perçoit avec l'économie qui tangue un petit peu en ce moment. Est-ce qu'il est réel? Toujours avec une carte. Est-ce qu'il y a un vrai retour en arrière ou... Ouais. Il y a un vrai retour en arrière et je pense qu'on n'est pas au bout de ce retour en arrière. Pour autant,
si on arrive à prendre un peu de hauteur et avoir ça sur le temps long, les choses progressent quand même. D'accord. Donc il y a quand même, je pense, la société crante sur certains sujets. Et après ça descend, mais ça ne revient pas complètement derrière. Je prends un exemple simple, on est dans une voiture avec une ceinture attachée, personne ne fume. Moi quand j'étais jeune, j'avais pas de ceinture et les gens fumaient dans la voiture. Donc il y a une prise de conscience sociétale qui était, ok, on a beau dire, on fait encore des voitures qui vont à 300 km/h et qui sont énormes, et voilà, mais les gens mettent leur ceinture. Et on a beau râler sur la pollution, le périph' à 50, les gens ne fument plus dans leur voiture, fenêtre fermée, avec leur gamin à l'arrière. Donc il y a quand même des avancées sur cette thématique-là. Après, ouais, on n'est pas sur quelque chose de totalement linéaire. À qui est-ce que tu donnes un green light? Quelqu'un, un mouvement, une entreprise? Toi, tu donnes un carton vert à quelqu'un? Alors, c'est très difficile pour moi de le faire parce que justement, il y a un côté premier de cordée au fait de le filer à quelqu'un et pas. Donc, je vais dire à tous ceux qui ont fait de ces jeux de 2024, puisqu'on en sort un succès, et en partant de la tête, parce que moi, je suis vraiment convaincu qu'il y avait une tête chez Paris 2024 qui a fait le job parce qu'ils avaient une vision très claire. Et d'ailleurs, que ce soit Estanguet ou Taubois, c'est des anciens sportifs de niveau, et on sent que ces gens-là font des choses que ne font pas le commun des mortels, et ils le font aussi quand ils sont dans un agenda business. Donc ils arrivent vraiment à se dépasser et à avoir fait ce succès-là en entraînant avec eux tout un tas de personnes qui se sont défoncées, dont nous d'ailleurs. Et c'est là aussi jusqu'aux bénévoles. Voilà, jusqu'aux bénévoles. Et là aussi, je pense, parce qu'ils étaient vraiment sincères dans leur démarche et dans leur agenda. Je pense que la France leur rend bien. Est-ce que tu peux donner un red light à quelque chose ou à quelqu'un? C'est plus facile de donner un red card qu'un green light? Oui, mais c'est pareil. Je ne peux pas mettre un en particulier. Non, mais il y a beaucoup de choses qui m'énervent. De façon générale, je pense que un côté un peu français, ingénieur français, consistant à dire j'ai la solution, je vais vous expliquer, et puis voilà quoi. Et je prends pas la peine d'entendre ce qu'on me raconte, je prends pas la peine de prendre d'autres versions. Voilà. Donc ça peut s'appliquer dans l'économie beaucoup, dans les groupes beaucoup, dans la politique beaucoup. Voilà. Et je pense qu'on aurait vraiment besoin tous collectivement d'être un peu plus à l'écoute de l'autre, sans forcément finir par être d'accord, mais au moins l'avoir écouté, et puis peut-être savoir changer un peu d'avis et pas être trop définitif dans tout ce qu'on assène. Merci en tout cas pour cette première partie d'interview. Je vois qu'on arrive justement à notre destination qui est la place de la République. On continue là-bas dans un instant. Ok.